Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France. On parle bien sûr de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est une ancienne interview, et une interview particulière parce que le journaliste ne va pas hésiter à lui rentrer dedans. Et bien sûr, Alain Bauer, en bon franc-maçon qu'il est, va venir nous raconter quelques salades. Et juste après, j'aurai un extrait édifiant sur la franc-maçonnerie. Mais juste avant bien sûr de voir ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Je remercie tous les donateurs, tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur YouTube, et je vous invite bien sûr à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, X, Facebook. Et puis n'hésitez pas également à me rejoindre, c'est aussi une manière de soutenir mon travail et la chaîne sur Patreon avec du contenu exclusif et une liberté d'expression total. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Par exemple, dans ma loge, j'ai beaucoup de dentistes. Oui, mais alors vous allez plus volontiers vous faire soigner les dents chez un frère maçonnique que chez un goy, diraient les juifs. Oui, mais alors vous allez plus volontiers vous faire soigner les dents chez un frère maçonnique que chez un goy, diraient les juifs. Un goy, diraient les juifs. Vous découvrirez que ça n'est pas sûr. D'abord, ça ne nécessite pas la circoncision. Alain Bauer, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire. Alors vous êtes l'ancien grand maître du Grand Orient de France. C'est la principale obédience maçonnique, c'est comme ça qu'on dit, du pays. Alors les francs-maçons, c'est un sujet qui fascine, un sujet qui fait vendre, comme on dit dans le métier, puisque Sophie Coignard sort cette semaine un État dans l'État, le contre-pouvoir maçonnique, où elle raconte en gros, un petit peu comme on disait du KGB à l'époque, les francs-maçons sont partout. Alors on va essayer un petit peu de lever le mythe avec vous, puisque vous êtes l'ancien patron, on va dire, des francs-maçons. Alors racontez-nous comment ça se passe. C'est un club et vous vous réunissez 2 fois par mois? Alors, c'est un peu différent, parce qu'un club, vous y entrez en payant votre cotisation. Dans la franc-maçonnerie, vous entrez parce que vous y êtes invité, vous êtes candidat libre, mais que ceux qui sont là ont décidé de vous accueillir dans un processus assez long. Coopté. C'est-à-dire que moi, un jour, sans que je m'en doute, je vais recevoir un coup de fil et on va me dire « Tiens, monsieur de Tarlet, est-ce que ça vous plairait d'être franc-maçon ?» C'est le cas pour 2 tiers d'entre eux, mais un tiers, dont moi-même, par exemple, sont des candidats libres. Je sonne chez vous, je dis « Bonjour, ça me plairait d'être franc-maçon ». C'est ouvert, il y a un musée, un accueil, chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Et donc le processus est assez libre. C'est l'inverse d'une secte. C'est difficile d'entrer, facile de sortir. D'accord. Alors donc vous vous réunissez 2 fois par mois. Alors vous avez de grandes tuniques, ça fait penser un peu à... Non, il n'y a aucune tunique, il y a un tablier. Un tablier, d'accord. Voilà, qui était le signe de l'égalité entre tous dans des loges qui accueillaient des nobles, des représentants du clergé et du tiers-état, dans un pays qui fonctionnait en caste. On ne pouvait pas parler à un noble s'il ne vous avait pas adressé la parole le premier, etc. L'égalité s'impliquait par le tablier qui indiquait, quelle que soit votre origine, que vous étiez l'égal de celui d'à côté. Et c'est encore le cas, on a vraiment aujourd'hui dans la loge maçonnique, là par exemple le Grand Orient de France, on a vraiment un vendeur de crêpes qui est assis à côté d'un ministre? Je pense qu'on doit avoir pas suffisamment de vendeurs de crêpes et pas énormément de ministres, quoi qu'il se raconte ici et là, mais en tout cas dans la phase intermédiaire, vous avez une vraie diversité. Oui. Ça représente combien le Grand Orient de France? 48 000 adhérents environ et 140 000 pour l'ensemble des branches de la maçonnerie française, femmes incluses, puisque la maçonnerie française a la chance d'avoir une très forte représentation féminine. Oui, même si chez les Grands Orient de France, c'est pas mixte, il n'y a que des hommes. Non, les femmes participent aux travaux, nous ne les initions pas, c'est la différence. 150 000, c'est quand même énorme, c'est une ville comme Dijon, donc ça montre votre influence et pourtant, il y a ce culte du secret. C'est pour être invité sur les plateaux qu'il y a un culte du secret? Non, c'est pour permettre aux journalistes de vendre leurs journaux. Ça s'appelle le marronnier. Donc il y en a un régulièrement. C'est vrai que cette semaine, attendez, je vais quand même montrer, il y a Le Point, les francs-maçons de Sarkozy, les révélations du livre qui dérange, donc c'est celui-là. Et puis il y a l'Express également, qui fait sa une sur les francs-maçons au cœur de l'État. Oui, ça vous flatte quand même? Je suis très déçu pour le Nouvel Obs. Non, je disais régulièrement que le marronnier était un élément qui permettait aux journaux de se vendre. Donc il y en avait un sur les francs-maçons, un sur le mal de dos, mal du siècle, et un sur les prix de l'immobilier. Vous noterez d'ailleurs que Le Point a réussi à faire un coup double, l'immobilier et les francs-maçons en même temps. Il manque encore une petite étape et on aura le triplé. Et puis le marronnier des marronniers, c'est le livre. Parce que c'est le résumé des épisodes précédents que vous avez publiés
au fil des années pour vendre votre hebdomadaire. Donc on est dans un processus plutôt sain d'ailleurs. Je suis pour que les journaux se vendent. Alain Boer, racontez-nous ce qui s'y passe dans ces réunions. On réfléchit à des grands problèmes de société, on se donne des coups de main. Vous avez absolument de tout. Vous avez des traditions très diverses entre des loges de province et des loges parisiennes, des loges très recherche ésotérique et d'autres très engagées dans la vie sociale. La maçonnerie a inventé, en bien ou en mal, la liberté de la presse, l'abolition de l'esclavage, l'impôt progressif sur le revenu, personne n'est parfait, le droit de vivre et de mourir dans la dignité, les soins palliatifs, en tout cas toutes ces idées sont sorties des loges. Voilà. Et ensuite elles se sont imposées dans la société. Qu'est-ce qui vous donne la légitimité pour avoir une telle influence dans la société même française? Que n'importe qui aurait décidé de réfléchir à un sujet qui lui paraît important et qui décide de modifier la législation sur la coparentalité, le PACS ou l'évolution naturelle du droit social, etc. C'est un des éléments où des gens se rassemblent pour réfléchir à un certain nombre d'idées et ont eu la chance dans leur histoire de les faire avancer. C'est le cas du Grand Orient parce qu'il était le plus engagé dans la construction de la République. Alors bien sûr, Alain Boer est là pour nous rassurer. La franc-maçonnerie, eh bien, n'est pas le vilain canard comme on pourrait se l'imaginer. Et la franc-maçonnerie, ce ne sont que des gens bienveillants qui se réunissent pour réfléchir, bien sûr, à des projets extrêmement importants et des projets extrêmement positifs pour la France. Mais écoutez bien le témoignage du docteur Maurice Caillet, ancien maçon 18e degré, chevalier rose plus croix, converti au christianisme. Vous allez voir qu'on est bien loin de la réalité décrite par Alain Boer. En 1978, un franc-maçon qui était de ma loge, qui était directeur de la Caisse de sécurité sociale, je peux en parler puisqu'il est décédé depuis, donc je ne commets pas d'indiscrétion, m'a proposé d'entrer à la sécurité sociale en me promettant une carrière brillante dans l'administration. Donc, avec son appui, j'ai pris la direction du centre d'examen de santé de la sécurité sociale, où j'ai fait donc de la prévention, de l'éducation pour la santé, puis j'ai été poussé à faire plein de choses grâce à mes frères francs-maçons. La faculté de médecine de Rennes, l'éducation pour la santé, la prévention et l'hygiène. Et puis j'ai fait partie d'un tas de commissions au ministère de la Santé. J'ignorais d'ailleurs que mon ministre et ami Edmond Hervé était franc-maçon parce qu'il devait être franc-maçon dans une loge parisienne et on ne sait pas toujours ce qui se passe entre la province et Paris. Mais en tout cas, je me suis retrouvé un peu partout et finalement, je me suis retrouvé vice-président de l'Observatoire régional de santé de Bretagne. Donc j'étais dans les huiles dans le domaine de la santé. J'ai commencé à être pris en grippe par mon administration et ça c'était très net parce que du haut en bas de l'échelle, la sécurité sociale était aux mains des francs-maçons. Et donc j'ai eu le malheur, dans mon activité d'éducation pour la santé, j'avais commencé à faire, je faisais des conférences mais c'était pas sur les mêmes sujets. Le Seigneur nous prépare toujours à faire quelque chose. À l'époque, je faisais des conférences sur la lutte contre le tabac, contre l'alcool, contre l'obésité, contre toutes sortes de calamités qui menacent notre santé. Et dans le travail d'éducation pour la santé que je faisais, je me suis trouvé à rencontrer des travailleurs sociaux qui, dans leur grande majorité, étaient des chrétiens et plutôt adhérents de la CFDT. Moi, comme on me l'avait demandé, j'étais à la force ouvrière, qui était noyauté complètement par les francs-maçons. Donc, on m'a fait savoir que j'étais parti sur un mauvais chemin, mais on ne me l'a pas dit très nettement. C'est après que je me suis rendu compte que c'était vraiment la source de ma disgrâce. Quand j'ai engagé un procès contre la sécurité sociale, j'ai eu des menaces de mort. Parce que j'avais refusé d'aller devant la justice maçonnique parce qu'il y a une justice maçonnique, ce qui d'ailleurs est tout à fait scandaleux, il est tout à fait inadmissible. C'est comme si vous disiez, on a un conflit entre catholiques, on va aller devant le tribunal catholique. Ou les protestants, on va aller devant le tribunal protestant, et ainsi de suite. Et pourquoi pas un tribunal pour chaque profession aussi. Moi j'en savais assez à ce moment-là sur la franc-maçonnerie pour savoir que le tribunal maçonnique, c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie.
Donc, lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard, j'ai été au prud'homme. C'était normal, j'étais salarié de la sécurité sociale. Et là, j'ai eu chez moi un homme de valeur qui était prof de fac, qui était secrétaire régional de Force ouvrière, qui était franc-maçon de la Grande Loge de France et qui m'a dit si tu vas au prud'homme, méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à Lucé à Marseille. Lucé, c'est un directeur de caisse de sécurité sociale qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête, dans la nuque. Alors la première balle, c'est facile. Enfin, j'ai pas essayé, mais j'ai quand même lu des livres de médecine légale. Bon, la première balle là dans la nuque, et puis ça marche, hein, ça vous cisaille le bulbe en une fraction de seconde, donc réussite parfaite. Mais lui, il en avait 2. Et on a quand même conclu au suicide et au non-lieu au bout de 10 ans. Bon. Alors maintenant, est-ce que... après, j'ai continué, j'étais au prud'homme, j'étais en cour d'appel, ils m'ont amené en cour de cassation et j'ai gagné tous mes procès grâce à un avocat chrétien et un avocat catholique qui m'a dit « Moi, vous seriez en procès contre le président de la République, ça ne me dérangerait pas, même s'il est franc-maçon ou s'il est autre chose, je suis là pour vous défendre. » Je me base sur les faits réels et je vous défendrai. Et il nous a défendus tous les deux, puisque mon épouse aussi a eu le même sort. Elle a été licenciée sans raison quelques mois après moi. Actuellement, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur. Donc, a priori, je n'ai pas peur. Ça, par contre, c'est un témoignage qui colle beaucoup plus, bien sûr, à la franc-maçonnerie. Rappelez-vous d'une vidéo récente où je vous avais exposé une loge qui organisait des assassinats. Une loge qui s'était spécialisée avec des anciens et des actuels agents de la DGSI et de la DGSE pour éliminer des cibles au hasard et notamment un responsable syndical. Et c'est la même chose partout. On l'apprend bien sûr par ce témoignage, mais ça, nous le savons, mais c'est toujours intéressant. Je vous rappelle que le docteur Maurice Caillet est lui-même un ancien formation. Et vous l'avez entendu, sa femme également. Et donc c'est toujours important que les personnes concernées nous disent que la franc-maçonnerie est absolument partout. Et ça vient bien sûr contredire le narratif actuel pour nous expliquer que la franc-maçonnerie est beaucoup moins puissante, beaucoup moins influente que par exemple la Troisième République où 80% des députés, imaginez-vous, étaient francs-maçons. Alors aujourd'hui, on nous annonce que seulement 10% de l'hémicycle français est franc-maçon. Il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des imbéciles. La franc-maçonnerie doit être interdite. Mais avant d'être interdite, on doit dévoiler la liste de tous ceux qui appartiennent à des loges. On doit y faire entrer bien sûr les forces de l'ordre et défaire toutes les lois qui ont été pensées et écrites dans les loges, car elles ont un lien entre elles. C'est-à-dire que c'est à la fois des lois pour détruire le tissu social, l'identité française, et à la fois ce ne sont que des lois qui vénèrent la mort, bien sûr. La franc-maçonnerie, c'est souvent une étiquette, une propagande de gens qui prônent l'égalité. C'est merveilleux, c'est extrêmement beau, et au final, on s'aperçoit que ce n'est juste qu'une petite caste qui sert à asservir le plus grand nombre, qui ont tout simplement choisi de remplacer Jésus par Lucifer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.